Alright, assis-toi confortablement, attache ta tuque, prépare-toi une boisson chaude, froide, une collation parce que ça va prendre un moment. Et j'ai pas préparé mes points, j'ai pas préparé mon texte. Alors je risque parfois de m'éparpiller un peu. Ça va être un peu chaotique. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi et comment on m'a viré de la série O à TVA, pourquoi je ne joue plus à la télévision et qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux de la télévision au Québec. Alors je me répète, j'ai pas préparé mon texte, ça va être un dialogue improvisé. Ça se peut que je m'éparpille, ça se peut que je me trompe dans mes mots, ça se peut qu'il y ait de longs silences. Je suis désolé en avance. C'est vraiment juste un dialogue pour relaxer, pour avoir du fun et obtenir des informations croustillantes. Laissez-moi juste clarifier entre deux termes. Diffuseur, la production, en fait, clarifier le terme production. Quand je dis la production a décidé de ci, la production aura décidé de ça vis-à-vis la série. La production, c'est ceux qui fabriquent l'épisode. C'est les producteurs, c'est eux qui engagent les caméramans, l'équipe technique, c'est eux qui ont le studio, c'est eux qui engagent les réalisateurs, les acteurs, c'est eux qui payent, c'est eux qui déboursent, c'est eux qui montent les scènes, c'est eux qui se chargent de toute la production du contenu. Et ils vendent l'œuvre au diffuseur, qui est TVA en l'occurrence. Donc le diffuseur, celui qui distribue la série et ceux qui la fabriquent ne sont pas les mêmes personnes. Ils se parlent constamment, ils sont, comme les deux doigts d'une même main, mais n'empêche, c'est deux entités différentes. Donc, si je dis la production m'a dit de ou m'a convoqué à, ça veut dire mes boss immédiats sur le plateau, ceux qui créent la série, ce n'est pas les gens de TVA qui ne sont en fait pas sur le plateau. Tu verras rarement quelqu'un de TVA sur le plateau, pas à tous les jours du moins. Donc, par où commencer? Moi, j'aime toujours commencer quand je raconte ça par le moment où on m'a viré de haut. Le moment exact où on m'a dit « Will, tu décalisses ». Donc, c'est un matin, il est 8 heures le matin, et je suis convoqué au bureau de la production dans le centre-ville. Ça fait 6 ans à ce moment-là que je tourne d'en haut, et ce n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais été convoqué à ces bureaux, donc je sais que c'est important. Mon agent et moi, on se fait convoquer pour une réunion spéciale et particulière. Donc, mon agent, à ce moment-là, il a tellement peu confiance en moi. Il pense tellement que je ne serai pas à l'heure ou que je ne vais pas me présenter. Il pense que je vais me rebeller et ne pas me présenter. À ce moment-là, il y avait une certaine tension quant à mon assiduité, à ma ponctualité. Je n'étais pas le plus ponctuel. Je vais vous raconter plus tard, ça s'en vient. Alors, mon agent, il se pointe chez nous, pendant que moi, je me pointe au rendez-vous, parce qu'il pense que je vais pas y aller. Alors, il veut quasiment m'emmener de force au rendez-vous. Je suis au rendez-vous devant les producteurs, devant la production, et là, mon agent m'appelle sur mon cell. Il me dit « Will, je suis chez vous, dans ta cuisine. Je suis rentré par la fenêtre, j'ai défoncé le moustiquaire, je suis rentré chez vous, t'es pas là. Où est-ce que t'es? Moi, je t'emmène au rendez-vous. » Et là, j'ai dit « Mais t'es un esti de malade, man. Je suis déjà au rendez-vous, tu peux compter sur moi, y a aucun problème, même que j'étais 15 minutes en avance. Voir que t'es rentré par infraction, tellement tu capotes. » Alors ça, c'est un premier indice de comment ça se passe dans le cinéma québécois à la télévision. Un agent va rentrer chez vous par infraction et il va tout faire pour bien gérer son acteur. Alors, des appels à minuit, 2 heures du matin. « Will, est-ce que tu as bien reçu ton texte? » Un appel à 11 heures le soir. « Will, manque pas ton rendez-vous. » Des choses comme ça. L'agent ne va pas se gêner. Il y a énormément de stress, énormément de tension, énormément d'argent en jeu. Alors, les agents sont parfois très présents, on peut dire. Alors, il m'appelle depuis ma cuisine. Il me dit « J'ai défoncé ton moustiquaire. Je suis dans ta cuisine, t'es pas là. Mais je vais t'emmener au rendez-vous. » Je dis « Ramène tes fesses. » Bref. Quelques minutes se passent. Il arrive. Les deux, on est là devant la production. Et là, la production, qu'est-ce qu'ils me disent? La productrice en chef me regarde droit dans les yeux puis elle me dit « Will, en ce moment même, il y a des auditions pour ton rôle, Éric Waran, à l'autre bout de la ville. Est-ce que tu veux y aller, nous prouver à tous que tu as envie d'avoir le rôle, que tu as envie de participer, ou tu laisses ta place à quelqu'un d'autre? » Parce que à ce moment-là, leur principal... le défaut qu'on m'attribuait à ce moment-là, c'est que je n'étais pas inclus dans l'équipe. Je n'affichais aucun plaisir de participation.
Je semblais distant envers l'équipe, je ne semblais pas inclus dans le projet, je ne semblais pas motivé, je ne semblais pas participatif, ni même inspiré. Alors elle me dit carrément, Will, on te sent pas avec nous, on sent pas que tu as envie d'être là. Elle rajoute même, elle dit, tu ne comprends pas les textes, tu ne comprends pas les dialogues qui sont offerts à toi, tu ne comprends pas les scripts, tu ne comprends pas le projet, point. Et là, je vous rappelle, ça fait 6 saisons qu'on tourne. Elle dit, t'es un bien moins bon acteur que tu l'étais dans les premières saisons. On se demande qu'est-ce qui est arrivé. Tout le monde ici se demande qu'est-ce qui est arrivé. T'es rendu un acteur tout à fait médiocre comparé à ce que t'étais durant la première, deuxième, troisième saison. Je dis, ah bon? Alors t'as le choix. Soit tu réauditionnes pour ton rôle, tu nous prouves que tu le veux, tu le mérites à nouveau, ou tu décalises. Moment de silence. Alors je la regarde droit des yeux en retour. J'ai dit, ce fut un plaisir et un honneur pour moi de travailler avec vous. Il y a quelqu'un d'autre en ce moment qui désire plus le rôle, il y a quelqu'un d'autre qui a plus envie de participer. Effectivement, vous avez raison. Durant les dernières années, les dernières saisons, j'étais de moins en moins impliqué émotionnellement. Vous avez raison, le projet ne m'attire pas plus qu'il faut. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui est plus motivé, alléluia, je laisse ma place. Grazie mille. Moment de silence. Elle dit, on admire et on respecte beaucoup ta décision. On est content que tu sois honnête avec nous. On est content que tu ne, pas que tu résistes pas, mais que tu sois aussi ouvert et que tu sois aussi honnête. On apprécie ça. Ça a été un plaisir pour nous aussi de travailler avec toi. Moins vers la fin, mais bon. Alors, tu peux prendre ton sac, tes clics et tes claques. C'était la dernière fois qu'on se voyait. Merci. Alors, je prends mon sac, je me lève et c'était la dernière fois qu'on se voyait, effectivement. Donc ça, c'est pour la fin. C'est le moment où on m'a viré. Mais les anecdotes qui ont mené à ça, laissez-moi vous en raconter une couple parce qu'il y en a des vraiment bonnes. Comment dire? Par où commencer? Parce que c'est vrai que vers la fin, j'étais pas impliqué. Écoutez, on reçoit les scénarios quelques semaines, quelques mois en avance avant le début des tournages. Et les autres acteurs et un bon acteur, ce qu'il doit faire, c'est lire les scénarios, les analyser, les décortiquer, les intégrer, les pratiquer, les apprendre par cœur. Et c'est des semaines avant le tournage, ou même des jours. Et moi, je le faisais la veille à 2h le matin. À 2h le matin, avant d'aller tourner, la veille du tournage, j'ouvrais mes textes et j'apprenais mes répliques. Pourquoi? Parce que je vais vous le dire, depuis la journée 1, non, c'est pas vrai. Depuis la saison 3 de O, je détestais la direction de la série, la direction de mon personnage, où est-ce que ça s'en allait, les drames inutiles qui en fait ne se résoudent jamais, des successions de drames toujours de plus en plus intenses, sans avoir de core, un centre justifié, un centre cohérent qui justifie tous les drames. Non, ils font juste tartiner des drames un par-dessus l'autre sans aucune estie de cohérence avec les personnages. Nous, on s'en latte les couilles, on fait juste empiler des drames. Puis, est-ce que c'est des bons drames? Est-ce que les valeurs que soulignent ces drames-là sont pertinentes ou peu importe? On s'en latte les couilles. Nous, on a envie de faire que Eric a tel problème. Ah, tu sais quoi, ça nous tente plus. Eric aura tel problème. En tout cas, la télévision, les téléromans à la télé ne sont pas des produits artistiques. Ce ne sont pas des produits artistiques. Ce sont des produits commerciaux. Ce sont des produits commerciaux qui cherchent la rentabilité, qui cherchent à atteindre le plus grand nombre de gens possible. Ça ne cherche pas à perturber le statu quo, ça ne cherche pas à provoquer de révolution dans le cœur des gens, ça ne cherche pas à inspirer les gens, ça ne cherche pas à libérer les gens, ça ne cherche pas à offrir un imaginaire et un univers complet, intègre, magnifique et inspirant. Tout ça, tu peux prendre ça, l'envelopper dans une petite serviette, la resserrer avec une petite corde. Tu peux tremper ça dans l'alcool, y foutre le feu, crisser ça dans une poubelle, puis envoyer ça au fin fond de l'espace. Ça n'a pas rapport. Ce ne sont pas les objectifs. Quand la production et les acteurs et les réalisateurs et tout le monde se réunit sur le plateau pour filmer les scènes,
Ce n'est pas une activité artistique, c'est une activité commerciale. 100% commerciale. Alors, plus le temps avançait, je dirais saison 1 et 2, j'étais fan du contenu. Parce que Eric Wara avait un rapport avec sa petite sœur. Moi, mon audition pour le rôle d'Eric Wara, c'était des scènes avec ma petite sœur. Laurence dans Vraie Vie, je me souviens plus comment elle s'appelle, Anne O'Hara dans la série. Et le réalisateur me l'a dit à l'époque, le premier réalisateur de la série, il y en a eu 2. Il me dit, Will, ta scène avec ta petite sœur, comment tu la traites? J'ai jamais vu ça, ça paraît que t'as une vraie petite sœur dans Vraie Vie. J'ai dit, oui, effectivement. Alors, toutes mes premières scènes, toute l'essence d'Eric Wara au début que j'aimais, que j'approuvais, auquel je voulais participer, c'était sa relation avec sa petite sœur. La première saison et la deuxième saison de O, Eric Wara n'est qu'en relation avec Anne Wara, sa petite sœur, et c'est magnifique. Il y a des scènes extrêmement touchantes. Et ça me plaisait, j'étais investi, j'étais passionné. Donc, rendu 3e, 4e, 5e saison, ils se mettent à déconner avec Eric Wara, mais déconner, mes amis, ils lui font faire n'importe, mais je dis n'importe quoi. Un coup, je me souviens même plus les problèmes qu'ils ont crissé, il fugue. Il aime plus son oncle. Pourquoi déjà? Son oncle, ça va être une anecdote qui va s'en venir. Bref, alors j'étais de moins en moins investi. Et pour revenir à la... C'est ça, j'apprenais mes textes à 2h le matin, la veille du tournage. OK? Un autre truc, donc ça l'a pas aidé. J'arrivais sur le plateau et effectivement, je ne maîtrisais pas à la perfection mon texte. Mais ce n'est pas grave, laissez-moi vous raconter une bonne, je vais vous dévoiler, je vais vous dire comment ça marche sur les plateaux, je vais tout vous dire, on en a pour un bout encore. Je connaissais pas mon texte, mais j'étais pas le seul. Guy Nadon et qui l'autre, je me souviens plus l'autre actrice, beaucoup d'acteurs, au moins 2-3 acteurs sur le plateau. Mettons une scène de souper, tout le monde est assis autour de la table, et ça va être une scène de souper, il y en a beaucoup d'en haut, et pratiquement tous les acteurs, même ceux de renom, les gros acteurs, Guy Nadon, le gars principal, ont leur texte sur leurs genoux, en dessous de la table, ou en dessous de leurs fesses sur les chaises, ou dans la poche, ou dans un tiroir, à quelque part, caché et collé près d'eux, ils ont leur texte. Et là, le réalisateur crie « Coupé !» Tu vas voir Guy Nadon sortir son texte, le réciter en vitesse, l'apprendre quasiment, parce qu'il improvise ses scènes l'enfoiré. Il est tellement bon qu'il se permet d'improviser. Alors là, il regarde son texte, il regarde ses lignes, et là, le réalisateur se met à crier 3, 2, 1. Il est rendu à 1. Et Guy Nadon et d'autres acteurs ont encore leur texte dans les mains. Ils sont encore en train de checker leur ligne. 3, 2, 1, ils sont encore en train de vérifier action. Pendant qu'il dit action, ils cachent leur texte et ils se mettent à jouer. Moi, j'avais pas ce talent-là. Je connaissais pas assez mon texte, surtout vers les dernières saisons. Alors, rendu à action, mon truc faisait un peu dur. Bref. Quelle autre anecdote? Aussi, j'avais commencé à fumer le cannabis durant saison 1 et 2, je pense que j'avais 15, 16 ans. Alors, c'est une époque de ma vie où je commence à fumer le weed. Ça, c'est une de mes erreurs aussi. Sur le plateau, à la fin de la journée, on tourne dans le centre-ville, saison 3 ou 4, je pourrais pas dire. C'est la fin de la journée, on vient de tourner. Puis ça a été une gaffe. Je l'ai appris après que ça a été une gaffe. Mais je m'en vais voir Stéphane Demers, celui qui joue... voyons, je me souviens plus de son nom. Il joue quel rôle déjà? Il joue mon oncle dans la série. Alors, c'est lui qui boit. Bref. Je vais voir Stéphane Demers et je lui demande, t'as-tu du papier à rouler? Je vais me rouler un bat. Et ça a été une gaffe monumentale. Parce qu'à l'époque, le weed n'était pas légal. C'était extrêmement mal vu. Et déjà, la production ne me trouvait pas le plus assidu. J'étais déjà un légèrement délinquant. Alors, quand j'ai demandé à Stéphane Demers, t'aurais-tu du papier pour me rouler un fucking joint? Ça a été comme si je me tirais dans le pied. Le lendemain, tout le monde sur le plateau savait que je fumais. Le lendemain, tout le monde le savait. Et j'étais un dégénéré, un stoner, un pothead, une espèce de bon à rien, complètement stone. Juste un paresseux qui fait rien que fumer du gros weed puis qu'il est juste mou. Right? Oui, ma consommation de weed augmentait à l'époque, mais je fumais jamais durant le tournage, je fumais jamais avant. J'étais tout le temps clean, j'étais là, j'étais présent. Mais c'est un milieu extrêmement
rempli d'étiquettes. OK? Si tu arrives sur un plateau de tournage et que tu dis que tu fumes du weed, pour le reste de ta vie, tu vas être un stoner, un pothead. Mais c'est le même sur tous les jobs. Peu importe la job où tu vas. Peu importe le bureau, la job où tu vas, le commerce où tu travailles, si les gens savent que tu as une activité ou un hobby ou quelque chose, tu vas être immédiatement identifié à ça pour le reste de tes relations avec eux. Si ta première journée à job, tu fumes un joint ou tu demandes du papier à rouler, tu vas être le stoner, le pothead pour le reste de ta carrière là-bas. La première impression, c'est toujours celle-là. Alors ça, c'était pas la première impression, c'était quelque part au milieu de la saison 3 ou 4, mais quand même, j'aurais jamais dû demander du papier à rouler, j'aurais dû cacher ça, le mettre de côté et prétendre que je suis un acteur extrêmement dévoué extrêmement dévoué à ça, qu'il n'y a rien d'autre dans ma vie que le cannabis, bref. Parce qu'en fait, la plupart des gens vénèrent le milieu cinématographique. Il y a eu une aura autour de ce milieu-là extrêmement douce et mielleuse. Les gens regardent les acteurs et se disent « Quel job incroyable! Quel job absolument incroyable! J'aimerais tellement ça être acteur! » Non seulement les gens savent qui je suis important, j'ai quelque chose à dire, j'ai de l'influence, peu importe. Les gens me reconnaissent dans la rue, j'ai des autographes. Mais même à ça, imagine jouer des scènes, jouer des drames, vivre ces aventures-là. Imagine comment ça doit être cool. Tu vas à ta job, puis on te maquille, puis tu mets un costume, puis là, tu joues du théâtre, tu fais du cinéma. Comment ça doit être un milieu fucking cool, man. Alors, il y a une aura de l'extérieur pour ça. De l'extérieur, tout le monde dit « Wow, j'aimerais être là-bas. » Ce qui fait en sorte que quand tu arrives à l'intérieur, une fois que tu as bossé pour rentrer dans le milieu, une fois que tu as été à l'école, tu as eu tes diplômes, pardon, une fois que tu as tout fait pour aller là, tu as travaillé fort, c'est pas n'importe qui rentre dans le milieu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Alors, si tu as travaillé comme un acharné pour rentrer là, tu ne vas pas contredire cette aura-là de magie et que tu vas la nourrir même si tu sais qu'elle n'est pas là. Comment dire? Par exemple, pour mieux m'expliquer, on tourne une scène d'en haut. Tout le monde est stressé, on n'a pas le temps, il reste 2 heures de tournage, il reste 2 heures à la journée, le soleil s'en va, il reste 5 motherfucking scènes à faire. Là, il faut que ça court, il faut que ça gaule, il faut déplacer les caméras, changer l'éclairage, refaire le maquillage, changer les costumes. Là, il faut que ça roule, let's go, puis on est stressé, tout le monde est à cran. Ça fait 1 semaine qu'on tourne des 12 heures par jour. Personne n'a vu sa famille depuis 1-2 semaines. Il y a des techniciens qui n'ont pas vu leur famille depuis 1 mois. Tout le monde travaille comme des enragés. Et là, si quelqu'un se plaint, si quelqu'un ose se plaindre, il reçoit une pluie, mesdames et messieurs, une pluie météorique, ok? Une pluie météorique, ok? De phrases comme « Ah, mais là, compte-toi chanceux d'être ici. Compte-toi chanceux. T'es sur un plateau de tournage. Tu travailles dans le milieu le plus haut au cinéma, le milieu le plus haut au monde. Tout le monde voudrait être à ta place. » Combien de fois j'ai entendu cette phrase-là? « Will, arrête de chialer. Beaucoup de gens voudraient être à ta place. » Ok, oui, beaucoup de gens voudraient être à ma place. Ok, je te le concède. N'empêche qu'en ce moment, j'ai pas dormi, ça fait 12 heures. J'ai 8 pouces de maquillage d'en face. Je peux pas dire ce que j'ai à dire. Je peux pas parler ce que j'ai à parler. Je peux même pas aller manger parce que je vais salir mon costume. Je suis en stand-by depuis 5 heures. J'ai des lignes de texte à apprendre pour demain. Ok, j'ai mon rôle, nanani. Là, la scène que je m'en vais jouer, c'est j'apprends que ma mère a le cancer. Donc là, moi, je dois brailler, là. Moi, dans 15 minutes, il va falloir que je braille toutes les larmes de mon corps. Mais on a fucking juste 5 minutes pour tourner la scène. Oublie le fait de faire un bon produit artistique. Oublie de faire une belle scène touchante. Faut garrocher ça. Tout le monde est stressé. Oui, mais Will, tout le monde voudrait être à ta place. C'est donc bien cool, le milieu du cinéma. OK? Tu me dis ça, mais t'as les dents serrées, toi, avec. T'as les poings serrés. T'es complètement en train de briser en 7. Ouais, mais tout le monde voudrait être à ma place. J'ai pas le choix d'aimer ça. Je ne peux pas chialer. Alors, sur les plateaux, il y a une espèce de loi non dite. Une loi qui dit... Tu ne te plains pas, tu ne chiales pas, tu fermes ta gueule parce que tout le monde voudrait être à ta place. Et tout le monde le sait. Et tout le monde le sait que tout le monde voudrait être à ta place. Alors, s'il te plaît, Will, arrête ta mauvaise attitude, c'est vraiment pas cool.
Mauvaise attitude, mettons. Une autre anecdote, continuons. Entre la saison 3 et la saison 4, j'ai laissé pousser ma barbe et mes cheveux, je suis un peu plus hippie. Puis, mettons, il y a 2 mois de tournage, ensuite une grande pause, ensuite 3 mois de tournage, bref. Alors, durant cette grande pause-là, je me laisse pousser les poils. Puis, ça va mieux dans ma vie, je pogne avec les filles, j'ai l'air d'un esti de mâle, d'un lion, man. J'adore ma crinière, j'adore mes poils. J'arrive, première journée de tournage, de saison 4 ou saison 5, peut-être même, ouais, c'est ça. Et là, direct quand j'arrive sur le plateau, première journée de tournage pour ce bloc de saison-là, la maquilleuse me regarde et elle se met à soupirer. Ah, Will, je t'ai dit d'arriver complètement rasé. Parce que là, le rôle, lui, il n'a pas changé. Eric Wara, c'est une entité, c'est un personnage, c'est une image qui ne peut pas changer. Eric Wara ne peut pas avoir un piercing du jour au lendemain. Si moi je décide d'avoir un piercing, il faut que j'aille voir la production, que je leur demande, que je m'arrange avec tout le monde, puis qu'on s'arrange pour enlever le piercing au moment des tournages. Si j'ai des broches, ma petite sœur avait des broches, celle qui joue ma petite sœur avait des broches durant je me souviens plus quel bloc de saison. Alors elle a dû aller voir l'orthodontiste, elle lui enlève les broches, il enlève absolument tout pour le tournage, et ensuite elle se remet les broches, elle recommence le processus. Et je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont eu des broches, mais c'est la putain de misère. Se faire mettre des broches, c'est l'enfer. Se faire enlever les broches, c'est l'enfer. Alors elle, à chaque saison, c'était tu vas te faire enlever les broches, puis bon, bref. Donc, il faut que tu te réinitialises pour le personnage à chaque saison. Moi, j'arrive, j'ai ma crinière de lion, j'ai laissé pousser ma barbe, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être Wilson motherfucking Hanley. Elle arrive et j'arrive sur le plateau et tout le monde soupire. Will, t'aurais dû tout te raser, t'aurais dû tout te nettoyer, là on va perdre 1 heure de temps à t'entretenir. Et moi je dis oui, mais Eric Wara, il a grandi, il est plus un petit cul de 16 ans, est-ce qu'il pourrait avoir une petite barbe, un petit peu de poil, un petit peu de quelque chose, est-ce qu'il n'aurait pas pu changer d'une saison à une autre? Ils disent non, on veut rien savoir Will, il aurait fallu que tu nous le demandes à l'autre saison d'avant, il aurait fallu que graduellement on prépare ça, il aurait fallu qu'on s'entende, qu'on l'inclue dans ton contrat, whatever, nanani, nanana. Là, il est trop tard, tiens, prends le clipper, rase-moi ça. Je vous le dis, pendant que j'ai rasé cette barbe-là, ces cheveux-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que c'était mon identité qui était en train de partir. C'était Wilson et Nick qui s'en allaient pour laisser place à Eric Wara. Un Eric Wara qui n'a pas grandi, qui n'a pas changé, qui apparemment d'année en année, c'est la même crise de binette, la même crise de doute qui vit de la même manière, qui s'habille de la même manière. Bien sûr, les gens ne changent pas d'envie. Hein? Les gens ne changent pas d'envie. Non, bien sûr que non. Ils gardent la même crise de face pendant 6 ans d'affilée. Donc là, il me disait, Will, tu gardes ta face, on s'en fout. On va te remettre comme les Eric Wara d'avant. J'ai pleuré en me rasant. J'ai pleuré cette journée-là. Right? Une autre anecdote. Une autre bonne anecdote. Je dois tourner la scène où j'apprends que ma mère a le cancer. Saison 4, 5, je me souviens plus. Et la production avait engagé un coach. Depuis la journée 1, saison 1, depuis le tout début, moi et ma petite sœur et moi, on avait un coach de jeu. Un coach de jeu à la télévision, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui a beaucoup d'expérience en jeu, qui a étudié en théâtre, qui a étudié là-dedans, et qui prépare les jeunes soit pour des auditions ou pour des scènes. Et c'est extrêmement courant d'aller voir un coach de jeu. Souvent, un ado ou un jeune, ou même des adultes, l'agent va suggérer avant de se présenter à une audition, d'aller voir tel coach. Moi, mon agent, à chaque audition, il me disait, va voir Félix, engage-la, elle va te faire un bon prix, puis elle va t'aider pour la préparation de l'audition. Va voir telle une telle, je te donne leurs coordonnées. Alors, puis tu peux arriver à l'audition, et à l'audition, ils vont te demander, est-ce que tu as pris un coach ou non? Est-ce que tu l'as fait ou non? Et ça peut aider ou ça peut ne pas aider, mais je dirais au moins 50, 60 ou peut-être même 70% des jeunes qui se présentent à une audition ont été voir un coach. Parce que le milieu veut que tu sois prêt à leur manière, right? Un jeune pourrait arriver à une audition puis improviser un texte, faire un texte un peu trop excentrique, un petit peu trop étrange, ou un petit peu trop à sa manière. Le coach doit te ramener
plus dans ce que l'agence de casting veut. Ils savent ce que l'agence et la production veulent. Ils savent ce que les producteurs veulent. Alors, quand tu vas voir un coach de jeu, ils disent non, ça c'est trop extravagant, ça c'est trop extraverti, ça c'est trop intense, fais-en moins là et fais-en plus là, c'est ça, ils vont adorer ça. Bref. Sur O, il y avait une coach de jeu en permanence. Tous les jours que qu'on tournait, ma petite sœur et moi, il y avait une coach de jeu. Un enfer. Un absolu enfer. Un enfer. L'enfer, 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 l'enfer. Au lieu de... J'arrivais sur le plateau de tournage, j'ai relativement appris mon texte, mais quand même, je suis un peu inspiré. Je suis inspiré, mettons. Même, on va dire le meilleur des cas, j'ai appris mon texte complètement. Je suis passionné par cette scène-là. Il y avait des journées comme ça. Je le connais en tabarnak, mon texte. Laisse-moi la faire, ça va être malade. Alors là, la coach, elle m'arrête avant la scène. Puis elle me dit, vas-y, fais-moi ton texte. Là, je commence à faire le texte. Elle me coupe immédiatement. Stop, 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 stop. Non, je le sens pas. Ok, excuse. Je recommence. Je dis un mot. Le premier mot de ma première ligne. Elle me coupe immédiatement. Non, je le sens pas. Je le sens pas, là. Je veux le sentir. Ok, excuse. Je recommence. La première syllabe du premier mot de la première phrase, elle me coupe. Stop! Tu chantes. Je le sens pas. Là, moi, je prends une grande respiration. Ok, excuse. Tu m'as même pas laissé jouer, mais c'est correct. En plus, là, on est juste entre deux loges au milieu de nulle part. On n'est même pas sur la scène, on n'est même pas sur le plateau, je suis même pas en costume. On est juste entre deux fucking loges, proche de la table de craft où il y a des soupes, où il y a des sandwichs. On est à côté de la table à sandwich, à côté de la table de la maquilleuse, puis moi je dois ressentir toutes les émotions de la terre. Ah, pas de problème, moi te la faire la scène. Je recommence. Première lettre du premier mot, de la première syllabe, de la première fucking phrase. Stop! Je le sens pas. Tu chantes, Will, t'es pas dedans. Un enfer. Pour chaque scène, elle se pétait un orgueil, mesdames et messieurs. Non, Wilson, non, Laurence, ce n'est pas comme ça qu'il faut jouer. Ce n'est pas comme ça. Si on l'écoutait, on n'avait pas les rôles. Si elle avait été là à l'audition, on n'aurait jamais eu les rôles. Je me demandais à chaque fois qu'elle nous coachait, je me demandais comment j'avais eu le rôle si j'étais autant une fucking marde. Bref, donc avant chaque scène, elle nous coachait. Puis elle nous disait constamment la seule et unique même chose. Chante pas, arrête d'imiter, je le sens pas, vas-y. Bref. J'avoue que des fois, elle était très pertinente. J'avoue que des fois, elle faisait ressortir le jus. Mais il y a des bouts, je vous l'avoue, là. Elle me mettait tellement en colère, elle faisait tellement sortir mes émotions, elle me mettait tellement hors de moi que c'était cette émotion-là qui me faisait réussir la scène. La coach, elle m'a tellement fucking pissed, elle m'a tellement fait chier, elle m'a tellement bloqué, elle m'a tellement étouffé que live, je suis rempli d'émotions, je suis un tourbillon d'émotions, je vais te la faire la scène, tu vas capoter. D'ailleurs, c'est la même coach, parenthèse, qui a coaché le jeune dans Monsieur Lazare. Donc, ceux qui ont vu Monsieur Lazare, il y a une scène où le kid il part à broyer, je sais pas, je l'ai pas regardé Monsieur Lazare. Mais il y a une scène et c'est elle qui l'a coaché. Et elle est super fière d'avoir réussi à faire broyer le jeune. Elle dit, c'est une de mes plus grandes scènes, je suis extrêmement fier, le jeune a broyé. Et moi, je peux vous le dire, je connais cette femme-là, je connais Félix et je connais ses méthodes de coaching, je sais ce qu'elle a fait. Elle a brisé le jeune, elle l'a brisé en 8. Ensuite, ils ont ouvert les caméras et il a braillé. C'est comme ça qu'elle travaille, cette femme-là. Elle brise l'acteur est rempli d'émotions, il s'en va sur le plateau, puis ces émotions-là sortent à travers le texte et tout le monde applaudit. Alors, Monsieur Lazare, la performance, je m'excuse, mais c'était une performance due à la violence. Et c'est la même chose qui m'est arrivée, on va retourner en arrière, à la scène où j'apprends que ma mère a le cancer. Right? C'est ça que j'avais commencé. Alors, dans cette scène-là, je suis censé arriver extrêmement joyeux avec ma petite sœur à l'hôpital. Et on n'apprend pas qu'elle a le cancer, on apprend qu'elle va mourir. Je me souviens plus, on apprend une information extrêmement tragique. Je me souviens plus. Les fans de haut, ils vont savoir, moi je sais pas. Je suis censé arriver très joyeux dans la scène, et ma petite sœur aussi. Et on est censé apprendre l'information de son cancer et ensuite devenir triste. La coach, ok, elle nous prend à part, juste avant qu'on se mette à tourner. Et là, elle se met à nous raconter comment elle, sa mère ou ses parents sont morts, ou je pense que sa mère est morte de cette manière-là, hyper tragique.
Elle se met à nous dire, imaginez-vous, vos parents, nanani. Elle essaye de nous mettre dans l'ambiance. Elle essaye de nous communiquer pour qu'on soit bon, pour que notre tristesse soit réelle. Elle se met à nous raconter, à nous mettre des images dans la tête des gens qu'on aime qui pognent des cancers et qui meurent. Très efficace. Mais moi, ce qui me trotte dans la tête, c'est « Attends une seconde, la scène, je dois la commencer heureux. » Et durant la scène, j'apprends la tragédie. Mais au début, je suis censé arriver heureux. Vraiment heureux, je viens d'apprendre une bonne nouvelle et là, elle détruit mon bonheur. Mais la coach, elle s'en fout, elle. Elle veut juste nourrir cette graine-là de malheur. Elle a même pas, je sais pas c'était quoi son problème, elle nous met dans le mood triste. Elle nous met dans le mood triste. Elle dit la scène est super triste, la scène est super glauque. J'ai dit, oui, mais j'arrive heureux. Là, t'es en train de me faire brailler, là, je vais arriver complètement mou, complètement triste dans la scène. Ça va pas marcher. Ça marchera pas. Non, Will. Elle m'interrompt. Will, arrête ça. T'es triste. Ta mère a le cancer. Oui, mais Félix, pas au début de la scène. Là, t'es en train de me faire brailler. La scène n'a même pas commencé. C'est au milieu de la scène que ça doit kick in. Elle me dit, je m'en fous, Will. C'est ça l'émotion. Tu dois te mettre dans cette émotion-là. Alors, elle était extrêmement violente. C'était vraiment, là... Pendant 30 minutes, elle nous met des images de notre famille qui a le cancer, tout. Fait qu'on est arrivé sur la scène, action, puis on était déjà triste. On était déjà mou. On était déjà pas là. On était déjà dans le cancer et tout ça. Au lieu qu'on puisse vivre la scène, au lieu qu'on improvise la scène, au lieu qu'on vive la scène pour de vrai, on était déjà... C'est comme si on commençait par la fin. C'est comme si en tout cas... Et elle nous laissait pas jouer. C'est ça que je cherche à dire. Elle nous laissait pas jouer. Ça, c'est une anecdote. Une autre anecdote. Hein? On continue. On en a plein. Je vous le dis, j'en ai plein. Moi, j'aimais faire du longboard à l'époque. J'avais une voiture, mais ce que j'aimais, c'était le longboard. Et les plateaux de tournage étaient relativement proches de mon appart. Alors, je pouvais me rendre en vélo ou en longboard. Alors, j'arrive en longboard un beau matin, comme les autres, tout comme les autres. Et là, la productrice, elle sort du plateau, elle marche vers moi dans la rue. Elle me voit arriver en longboard, elle marche vers moi dans la rue, droit vers moi. Elle me dit, Will, je veux plus jamais que tu arrives ici en longboard. Je viens de te voir pédaler, là, je viens de te voir comment tu roules. Là. T'es super dangereux en longboard, tu vas te péter la gueule, ok? Et si tu te pètes la gueule en t'en venant au plateau, nous, c'est tout le plateau qui est dans marde. On ne peut pas se permettre ça. Ça va être des retards, ça va être de l'argent. Et c'est vraiment grave. Si tu te pètes une jambe, tu te pètes une dent, tu te pètes un nez, tu te pètes un œil, peu importe, en t'en venant, c'est tout le plateau qui est pénalisé. Tout le monde, toute la production est pénalisée. Alors, je ne veux plus te voir sur ton longboard. Ces arguments sont corrects. C'est vrai, elle a raison. N'empêche que moi, j'y réponds, et c'est vrai, je suis plus stable sur une planche à roulettes que tu ne le seras jamais sur tes deux pieds sur la terre ferme. Comprends-tu mes mots? Je suis plus stable sur une planche à roulettes que tu ne le seras jamais sur tes deux pieds sur la terre ferme. Ça va faire 15 ans que je fais du longboard, j'ai fait des compétitions, je peux faire du slide, du downhill, whatever, je peux me péter des tricks, j'ai fusionné avec ma planche, ça fait des années. Maintenant, moi, j'ai plus de chances de me faire mal en marchant dans la rue qu'en roulant sur une planche. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Eh man, Will. On ne parle jamais comme ça à la production. Jamais. Sous aucune circonstance, tu parles comme ça à ton boss. Sous aucune circonstance. Alors, elle me dit, je ne veux plus jamais te voir sur ta planche. Ever. Ever. Jamais. Et là, elle retourne vers le plateau. Ça finit là. Moi, je pitch ma planche à terre, puis je me mets à rouler vers les loges. C'est à peu près 20 mètres. Okay? Les loges sont à 20 mètres du plateau. Puis je fais le dernier 20 mètres sur ma planche, je pitch ma planche à terre, je fais « Bah, fuck! Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais plus revenir en planche, je suis désolé. » Je finis par abdiquer, je pitch ma planche à terre, je me pitch dessus, puis je fais les 20 derniers mètres jusqu'à ma loge. Un peu plus tard, à la pause dîner, elle vient me voir et dit « Will, faut que je te parle en privé, là, c'est vraiment important. » Elle m'emmène en privé dehors, elle m'éloigne du plateau, elle m'éloigne de tout le monde. Puis elle me dit « Will, quand je t'ai dit de plus faire de longboard, tu l'as refait. Tu l'as refait jusqu'à ta loge. C'est impardonnable. » Ben voyons donc, c'est 20 mètres. C'était mon dernier coup de planche. Après ça, je t'ai dit que j'en faisais plus. Oui, Will, tu comprends pas. Je t'ai dit plus de longboard. Si tu te blesses, imagine que tu te blesses durant le 20 mètres jusqu'à ta loge. Tu comprends pas l'importance. Oui, mais Chantal, tabarnak, c'est 20 mètres, là. Je l'avais fini, j'allais le ranger, mon longboard, je m'en allais le ranger dans la loge. Will, je ne veux rien entendre. Si je te vois encore toucher à une planche, ok, on aura un très gros problème.
Et là, j'exagère même pas. Je n'exagère pas, c'était ça notre relation entre moi et elle, c'était exactement ça. Mon agent m'informe plus tard qu'elle est dans son tort. Il aurait fallu inscrire ce détail-là au contrat. Alors si t'es un grand acteur qui est important, qui doit pas se faire mal, tu n'as pas le droit de faire de sport extrême, tu n'as pas le droit de faire de vélo, tu n'as pas le droit de faire de longboard. Ok, Leonardo DiCaprio ne peut pas se rendre en vélo au plateau. Il n'a pas le droit de faire de vélo, point. L'agent de Leonardo DiCaprio lui interdit de faire du vélo, parce qu'en vélo, tu pourrais te faire mal. T'as pas le droit de jouer au soccer, j'avais pas le droit de jouer au hockey. Le hockey, la petite balle, le petit sac qu'on kick du bout des pieds, le hockey était trop dangereux pour moi. Alright? Alors mon agent me dit il aurait fallu inscrire ça aux clauses du contrat, ils n'ont pas le droit. Mais n'empêche, on va acheter la paix, arrête de te promener en longboard, arrête de faire du vélo, et pas seulement sur les plateaux, pas seulement durant la saison de tournage, all the fucking time. Alors wow, ok, bon, très bien, d'accord, je suis sincèrement désolé. Une autre anecdote, un autre truc dans le même genre, continuons, il y en a plein. J'aimais jouer au hockey durant la pause dîner, ok? On tourne. Et là, moi, durant la pause dîner, j'aimais ça aller jouer au hockey dehors, justement, jouer au hockey ou jouer au ballon. J'amenais un ballon, un frisbee, un petit jeu, puis je faisais un petit peu de sport. Et là, le problème, c'est que je suais un peu, right? Pas des aisselles, pas suer, ça sent le swing, mais suer du visage. Et là, la productrice m'arrive et dit « Will, là, tu viens de scraper tout le travail de la maquilleuse. La maquilleuse doit te refaire, là. Ça va prendre 15, 20 minutes, 30 minutes. Faut tout te remaquiller. Je veux plus que tu joues au hockey durant ta pause dîner. » Oui, mais ça me fait du bien, Chantal. Ça me rafraîchit l'esprit, ça me réénergise. Après ça, je suis prêt à aller tourner, je suis plus motivé, je suis plus passionné, je suis plus réveillé. Oui, mais Will, t'as sué, t'as scrappé le maquillage. Là, elle, là, faut qu'elle retravaille tout, là. Faut tout qu'elle refasse, là. Chercher son nom. Comment elle s'appelait déjà? Annie. C'est ça. Mais là, Annie, il va falloir tout qu'elle refasse, là. Pense donc à elle. Alors, c'était Will. J'avais même pas le droit d'aller au soleil, ok? Parce que j'avoue que j'ai une propension à suer du visage relativement facilement. Aussitôt que je me mets à bouger et qu'il y a du soleil qui me tape d'en face, je reconnais que je me mets à suer du visage, ça c'est vrai. Mais n'empêche que j'avais pas le droit d'aller au soleil. Mettons que j'arrivais sur le plateau de tournage, puis qu'on tourne dehors au parc, il y a plein de scènes au parc, j'avais pas le droit d'aller au soleil. C'était Will, reste dans l'ombre parce que tu vas suer, tu vas scraper ton maquillage. Même tu sais quoi, clac, hey toi là-bas, oui, prends un parasol puis va au-dessus de Wilson. Je veux pas qu'il reçoive une goutte de soleil. Ça peut être cool vu de l'extérieur. Oh wow, c'est un grand acteur, il est obligé de s'asseoir à l'ombre puis il y a quelqu'un qui lui tient un parasol au-dessus de la tête. C'était un enfer. Si je voulais aller aux toilettes, je devais demander la permission. Si je voulais marcher 3 pieds, juste 3 pieds, parce que je passe dans un rayon de soleil, fallait que je demande la permission. Est-ce que je peux passer là? Est-ce que je peux marcher là? Est-ce que je peux me lever? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux me prendre une pomme? Est-ce que je peux faire ci? Non, t'es dans le soleil. Oui, tu peux le faire, mais fais très attention. Oui, tu peux le faire, mais pas longtemps, etc. Une autre anecdote, continuons. Eric Wara, dans une scène, il rétorque un truc à son père, et moi, à ce moment-là, je trouve ça complètement insignifiant. Je trouve la réplique vraiment stupide. Je vois pas pourquoi un jeune de 15-16 ans dirait ça à son père, même selon les circonstances qui sont dans la série. Même selon ces circonstances-là, je trouve ça infiniment stupide. Ça ne fait aucun sens, et je sais pas si j'arriverai à dire la réplique. Alors, on prépare la scène, le plateau est là, on commence, on fait une petite répétition avant d'allumer les caméras puis de filmer. Et je dis au réalisateur, est-ce que on pourrait pas changer cette réplique-là? Pour moi, ça fait aucun sens, il dirait jamais ça. Qu'est-ce que je reçois comme réponse, vous pensez? Ah oui, t'as raison, on va observer t'as raison, on va observer ce qu'il dit, t'as raison, on va essayer d'aller chercher la plus grande vérité artistique. On va essayer de faire que Eric Wara il est cohérent, puis c'est un personnage intègre, puis t'as raison, ça fit pas vraiment. Quelle est ta vision? Comment tu le ressens? Qu'est-ce qui, d'après toi, il ferait Eric Wara dans cette situation? Non. Prends tout ça, crée ça à la poubelle immédiatement. La réponse que j'ai eue, c'est Wilson, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'énergie de changer les répliques à tout va,
OK? C'est ça qui est inscrit sur la feuille. T'arrêtes de me contredire, t'arrêtes de remettre en question la scène, t'arrêtes de réfléchir. S'il te plaît, arrête de réfléchir, tu m'énerves. Apprends tes répliques, joue-les comme du monde, sois ma marionnette, puis ferme ta fucking gueule. Bon, c'était pas dans ces mots-là, mais presque. En fait, les mots textuels qu'il a utilisés, c'est « Will, on n'a pas le temps, je t'en prie. » Pour moi, ça fait du sens, la réplique. Puis c'est ça que les auteurs, ils veulent, c'est ça que les diffuseurs, ils veulent. Let's go, on y va. Si tu veux faire un vrai produit artistique, il va falloir que tu creuses chaque réplique. Il va falloir que tu prennes le temps de savoir de quoi tu parles. Il va falloir que tu prennes le temps de prendre soin de ce que tu dis. Mais on ne prenait pas soin de ce qu'on disait. On ne prenait pas soin des scènes. On ne prenait pas soin des scénarios. Personne n'en prenait soin. Il n'y avait aucun care, aucun love. Pas d'amour envers ça. Ce n'était qu'un produit commercial. Alors moi, je m'ostinais pour certaines scènes. Je m'ostinais pour certaines répliques. Et souvent, je disais mon opinion. Et j'ai même dit très très fort à Mané sur le plateau, très très haut, à quoi ça sert de tourner ça, gang? Moment de silence. Puis je vous l'ai dit au début, je vous l'ai dit, Will, pourquoi tu te plains comme ça? T'es chanceux d'être ici. T'es chanceux d'être ici. Arrête de te plaindre, petit con, tu nous fais chier, arrête de te plaindre. Oui, mais à quoi ça sert de tourner ça? C'est insignifiant. Cette scène-là, elle veut rien dire. C'est pathétique. C'est rien que du drame, du gros drame, de gros drame, de gros drame, de gros drame, sans aucun fondement, aucun core. Ça ne me nourrit pas, ça ne nourrit pas personne. Quel imbécile va consommer ça? Pouvez-vous me répondre? Et j'ai utilisé ces mots-là, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà dit sur le plateau, mais quel imbécile va regarder cet épisode-là et être satisfait? Quel putain d'imbécile va consommer ça? Puis dans les dernières saisons, le public était d'accord. Il y a beaucoup de gens dans le public qui me reconnaissaient dans la rue et qui m'avouaient, c'est très dommage qu'il arrive ça en ce moment, c'est dommage que Kathleen soit plus dans la série, c'est dommage qu'il arrive ça. Je trouve que ça, c'est pas très cohérent avec le personnage. Le monde m'en parlait dans la rue. Il me disait, il me semble qu'il y a des trucs qui font aucun sens. Puis je leur disais, je le sais que ça fait aucun sens, mais on s'en collait, ce n'est pas un produit artistique, c'est un produit commercial. Et tant que tu vas ouvrir ta télé, que tu vas la plugger sur TVA et que tu vas consommer le produit, eux autres, que tu l'aimes, que ça te nourrisse ou que ça t'inspire, ils n'en ont rien à calisser, ok? T'as consommé leurs produits et t'as consommé les pubs entre. Le but, c'est de te faire passer des pubs. Nous, on va te tourner une série, ok? Tiens, je te fais une série, mais entre deux épisodes, entre deux segments de l'épisode, il y a des pubs. Et c'est eux qui payent la production de la série. C'est Coke, c'est Nestlé, c'est Pampers, c'est Cascade, c'est fucking toute cette gang-là. C'est les publicistes qui donnent l'argent aux diffuseurs pour dire « Fais-nous une série, fais une série, passe des séries qui vont retenir l'attention des gens. Puis entre deux segments de chaque épisode, on va crisser nos pubs. Puis on va influencer le monde, puis on va leur dire d'acheter nos produits. » Alors, personne n'en a rien à foutre sur le plateau. Personne n'en a rien à battre du produit qu'on fait. De l'œuvre qu'on fait. Si c'est une œuvre. Ça pourrait être une œuvre, mais ça ne l'est pas. Le but, c'est de retenir ton attention assez longtemps pour que tu aies consommé les pubs, pour que tu aies acheté un Coke, pour que Coke fasse des profits. Avec ces profits-là, ils appellent TVA, ils leur disent merci beaucoup. V'là d'autres argent, continue de faire haut, parce que ça retient l'attention du monde, puis ils ont été acheter du Coke à la fin de la journée. Donc, c'est de là qu'il vient l'argent. Et si Coke dit, moi, je veux qu'il y ait des gays, ok, dans ta série télé, parce qu'en ce moment, c'est à la mode, l'homosexualité, alors ils appellent TVA, ils vont leur dire, vas-y, je veux des gays. Puis le diffuseur TVA va dire, t'as raison, on veut des gays, c'est à la mode en ce moment. Puis ça va vendre plus. Puis c'est politically correct. Alors ils écrivent aux auteurs, les auteurs de haut, ils appellent la production, ils leur disent, je veux un gay. Dans les statistiques, on a appris que 15% des auditeurs sont homosexuels, blablabla, puis c'est hyper tendance en ce moment. Ok, fait que là les auteurs, ils regardent leur liste de personnages, qui est-ce qui peut être gay? Ah ben Eric O'Hara, il va être gay, let's go, on y fait. Ça n'a aucun rapport avec le personnage. Ça va faire 6 saisons que le kid a une blonde. Ça va faire 6 saisons, je veux dire. Non. Et scrape-moi ça d'un coup, ok, il est homosexuel. Ça va rajouter une shitload de drame. Alors, ça venait pas des auteurs, ça venait pas d'un ressenti. C'est juste, regardez, c'est la politique de la chose. Peut-être que j'exagère, peut-être que je me trompe un peu. Peut-être que les auteurs étaient inspirés de rendre Eric O'Hara homosexuel. Mais moi, personnellement, quand j'ai reçu ces textes-là, la bouche m'est tombée à terre. Je me dis, mais d'où ça sort? Moi, ça me dérange pas de jouer un gay. Ça me dérange pas de frencher des gars. Vas-y. First, je l'ai jamais fait de ma vie. Alors, ça va être une belle première expérience. OK?
Je l'ai jamais fait, je pensais pas le faire. Mais regarde, allons-y, plongeons, c'est pour ça que je suis là, pour vivre des aventures. Moi, quand je suis devenu acteur, c'était pour ça, pour vivre des aventures, pour plonger dans l'inconnu. J'ai pas d'autre crise de raison. Pour créer des belles œuvres artistiques, oui, mais avant tout, c'était vivre des aventures. Alors ils me disent, Will, tu vas être homosexuel, ton personnage va être homosexuel, tu vas frencher des gars, aucun problème, bring it to me. Ça fait aucun crise de fucking sens au niveau de l'histoire. Ça fait aucun sens au niveau du personnage. Ça fait aucun sens, ce n'est qu'un drame que vous avez rajouté, mais je vais le faire avec grand plaisir. Donc, les rumeurs de Will, il voulait pas jouer un gay, c'est une projection du public. La plupart du monde qui écoute la série, ou la plupart du monde qui écoute O, ne sont pas des gens de courage, ne sont pas des gens d'aventure, ils restent dans leur sofa, ils consomment O sans risque. C'est très facile de vivre des aventures en étant assis dans son sofa. Toi, tu fais rien, tu fais juste regarder les autres vivre une aventure pour toi et à ta place et en ton nom. Alors, les gens, ils projetaient leur insécurité. Ils se disaient « Wow, moi, j'aimerais pas ça. » Ou « Imagine être à sa place, devoir embrasser des garçons. » Écoutez, moi, je suis payé des milliers de dollars pour frencher le gars. Il n'y en a aucun problème. Puis le gars, il est pas laid, tout va bien, il a une bonne haleine, il a des belles lèvres. Puis ça va juste être quelques minutes. Ça va juste être quelques minutes, le Frenchie. Il n'y a aucun fucking problème. Mais le public a projeté son insécurité. Ils se sont dit, wow, imagine être un acteur puis avoir embrassé un garçon. Moi, j'aimerais pas ça. Moi, je sais pas si je le ferais. Ah, ça doit être pour ça qu'il a quitté O parce qu'il aimait pas ça, jouer le gay. Je trouve ça vraiment triste qu'on m'a accusé de ça. Je trouve ça vraiment triste. Parce que pour moi, c'est à ça que ça sert le cinéma, à vivre des aventures complètement extravagantes et loufoques. Si tu me donnes un rôle où je suis un tueur en série, homosexuel, trans, qui parle japonais et qui vit au fond de la mer avec les sirènes, moi je suis fucking partant. Moi je suis partant, je suis avec toi, je suis ton homme, ça me tente. Parce que pour moi c'est à ça que ça sert le cinéma, c'est à ça que ça sert la télévision, à sortir de la réalité à un point tel où tu arrives dans un univers fantastique incroyable. C'est pour ça qu'Harry Potter a réussi, c'est pour ça que Star Wars a réussi, c'est pour ça que les plus grands chefs-d'œuvre ont réussi comme ça, c'est parce qu'ils nous font décoller, mais décoller, mes amis. Alors moi, quand tu me permets de décoller, de vivre d'autres aventures que moi, Wilson Henley, j'aurais pas vécu, j'étais avec toi. Will, tu vas frencher un gars, je suis avec toi, y a aucun problème, je vais avoir du fun, ça va être trop fucking weird, let's go. Même si au niveau du texte, au niveau du scénario, je trouve ça insignifiant, je trouve ça absolument dégueulasse. Pourquoi Eric O'Hara, ça fait aucun crise de sens. C'est pas cohérent avec quoi que ce soit dans la série, mais bon. Puis chaque personnage, il arrive ça. Chaque personnage, à chaque saison, il arrive un drame. Tu te dis, mais ça sort d'où cette affaire-là? Ça sort d'où cette affaire-là? Dans la vraie vie, les gens ne se comportent pas comme ça. Ça n'a fait aucun sens. Et ça, j'en parlais sur le plateau, right? Je le dis, ça, ces choses-là. Je le disais, ça faisait aucun sens. Telle scène, ça fait aucun sens, man. Et c'est ça, à un moment donné, le réalisateur, même chose qu'avec la productrice, il me dit, Will, viens, je vais te parler à l'extérieur. Ça, c'est une journée où j'ai beaucoup contesté la scène, où j'ai pas arrêté de dire que je changerais X ou X réplique. Il m'amène à l'extérieur, puis il me dit, Will, c'est inacceptable. Arrête. Ce n'est pas ton lieu et ta place de dire qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on tourne, qu'est-ce qu'on filme. Tu n'as aucun mot à dire. Tu n'as aucun mot à dire. Apprends ton texte et joue-le comme du monde, je t'en supplie. Et je le voyais dans son regard, il était tanné. Il était frustré. Il était épuisé, il était écœuré. Il voulait m'arracher la tête. Will, mais ferme ta fucking gueule. Parce que je vais vous le dire, mesdames et messieurs, un acteur, c'est une marionnette. Un acteur n'est pas un artiste. Quand on vénère les acteurs, on dit « Oh, sa performance était incroyable. » Bullshit. Bull fucking shit. Bull fucking shit. Un acteur n'est pas un artiste, c'est une marionnette. Il n'écrit pas les paroles, il n'écrit pas le dialogue, il ne conçoit pas son costume, il ne décide pas du destin de son personnage, il ne décide pas de rien, il n'a aucun espace créatif, aucun. Et la seule raison pourquoi on perçoit un personnage ou une performance, c'est parce que l'acteur a revêt un costume, du maquillage et il est dans un décor. Ces trois éléments-là créent l'impression d'une performance.
Le mec a un costume, du maquillage et dans un décor. Wow, mais quel pirate! Ce gars-là, il joue un excellent pirate. C'est un incroyable pirate, ce gars-là. Non, c'est pas vrai. Il a revêtu le costume d'un pirate. Il a mis le maquillage de pirate. Et il est dans un bateau. Alors oui, tout à coup, tu te dis, mais quelle performance incroyable, ce gars-là est un excellent pirate. Alors que le gars, il a rien décidé. Il n'a pas eu un seul mot à dire au niveau créatif. Il n'a pas pu dire, moi, il marche de même, il parle comme ça, nanani, nanana. C'est le réalisateur. Le réalisateur a sa vision, tu fermes ta gueule et tu la suis. Alors souvent, si vous voyez une performance d'acteur à télé ou au cinéma que vous jugez médiocre, souvent, c'est pas la faute de l'acteur, c'est la faute du réalisateur. Le réalisateur qui a mis des freins, qui a dit faisant moins ou faisant plus, ou tu sais quoi, fais-moi un regard comme ça. Souvent, ça arrivait, ok, sur on est en train de filmer. On est dans la scène. Je suis censé vivre l'émotion de la scène. On est dans la scène, en train de filmer, les caméras tournent. Et là, tu vas entendre le réalisateur gueuler, Hey Will! Puis là, moi, je dois pas sortir de l'émotion, la caméra est sur moi. On est en train de tourner. Hey Will, regarde en haut à gauche pendant qu'il va dire telle réplique. Ok. T'as une fraction de seconde pour réagir. Alors là, l'autre acteur, on est en train de tourner, il te lance la réplique. Alors là, toi, tu dis, ok, je vais faire ce que le réalisateur me dit. Tu regardes en haut à gauche. Et là, yes, c'est parfait, continue. Ok, maintiens le regard en haut à gauche, c'est bon, ok. Regarde en bas. Ok, regarde à ta gauche, regarde tout droit. Ok, coupé. Il pouvait faire ça avec n'importe quel acteur, à n'importe quel moment. Alors toi, t'as ta performance, t'as ton émotion, t'as ton shit, ça veut rien dire. Ou même, action, on est en train de tourner. Là, le réalisateur, nowhere, pause, tout le monde fige. Il change 2-3 trucs, il change la caméra de place, nanani. Et action, on continue. Alors, il y a des coupures, il y a des brisures, il y a des interventions. Tu vas entendre action. Là, on commence à tourner la scène, l'émotion commence à embarquer. Coupé. Ok, la caméra, elle est floue sur la baie, l'éclairage est pas bon au fond de la scène. Il y a une réflexion dans le miroir là-bas. Le perchiste, on a vu ton micro. Puis en passant, les maquilleuses, en bas, ça parle, on vous entend à l'écran, on vous entend dans le micro, on vous entend dans la scène. Ok, action. Fait que là, tu te remets dans l'émotion. Ok, coupez les maquilleuses, on vous entend encore blablater. S'il vous plaît, allez ailleurs. Puis le perchiste, là, on n'arrête pas de voir ton micro, fais donc un peu attention. Alors, on va refaire 6 fois la scène. T'as commencé à embarquer dans l'émotion 47 fois. T'as été coupé 58 fois. Puis je veux dire, ce n'est pas du théâtre. Ok, le cinéma, la télévision, ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas des œuvres artistiques. Ce n'est pas des performances artistiques. Ce n'est pas de la créativité. Ce n'est que des produits commerciaux, ok? Je veux vraiment que ça vous rentre dans la tête, ce ne sont que des produits commerciaux. Personne n'a le temps, le luxe, ni l'énergie d'en faire des produits artistiques parce que l'art, le vrai art est risqué. Le vrai art provoque. Le vrai art fait réfléchir. Le vrai art fait poser des questions. Le vrai art, la vraie discipline artistique bouleverse le statu quo, peut provoquer des révolutions. Une vraie série télé qui serait produite de façon artistique avec des vraies réflexions profondes et intelligentes pourrait provoquer une révolution. Demain matin dans les rues, tu pourrais avoir des gens dans la rue qui font la révolution. Si tu avais une série télé profonde qui parlait, qui montrait comment les banques impriment l'argent, comment on travaille toutes nos vies pour de l'argent qui est en fait pur factice. L'argent est une fabrication des banques, ok? En tout cas, on va pas embarquer dans le sujet, blablabla. Je pense que c'est le directeur de la Banque d'Angleterre en 1941 ou en 61 qui a déclaré si les gens, le directeur de la Banque d'Angleterre en 61 ou en 41, il faudrait que je regarde, qui déclare si les gens savaient comment le système financier, le système bancaire fonctionne, il y aurait une révolution dans les rues demain matin. Le directeur de la Banque d'Angleterre qui dit ça. Si les gens, si le peuple savait comment fonctionne le système bancaire, il y aurait une révolution dans les rues demain matin. Et c'est la même chose avec les arts. L'art pourrait dénoncer ça. L'art pourrait exposer ça. L'art pourrait bouleverser le statu quo, bouleverser la souffrance humaine, bouleverser ce qu'on... Mais non, c'est pas ce qu'on fait. On n'en a rien à foutre, on fait des produits commerciaux. Il faut répéter ce qui a marché. Il faut répéter ce qui a déjà été vu. Il faut refaire les clichés, mais mieux. Il faut reprendre les mêmes sortes de personnages, refaire les mêmes sortes de dialogues. Et on les fait encore avec des morales archaïques, des vieilles morales. Hein? C'est donc bien bon être un couple dévoué l'un à l'autre.
La monogamie dans les séries modernes, c'est encore la pure vertu. Vertu, j'allais en anglais, je m'excuse. C'est vertueux. Voyons, c'est honorable. Alors que la monogamie, telle qu'on la conçoit en 2020, c'est de l'attachement, de la possession, de la possessivité, de la dépendance. La manière qu'on a créé le couple dans notre société moderne occidentale, c'est de la pure dépendance. Je dépends de toi et tu dépends de moi. Il y a un fossé entre nous deux, mais on s'attache l'un à l'autre, on va s'attacher l'un à l'autre et ne jamais se laisser. Nous sommes dépendants l'un de l'autre. Je ne peux pas respirer quand tu n'es pas là et tu ne peux pas respirer quand je suis pas là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour, ok? Et c'est ce que les séries télé nous fourguent encore. Des vieilles morales archaïques qui datent de la religion du christianisme. Alors, le mariage est encore célébré. D'ailleurs, bon, une anecdote, une autre sur O. Mon oncle dans O a trompé sa tante. Saison 4, saison 5 ou saison 3, peu importe. Il a trompé ma tante, il a trompé sa femme. Et là, moi, ma scène, ce que j'ai à faire, c'est très simple. Eric Ouara arrive le matin chez son oncle, il cogne à la porte. Est-ce qu'il rentre de force? Je me souviens plus, je pense qu'il rentrait directement. Et il se met à engueuler son oncle. Il dit « Vois que t'as trompé ma tante, vois que tu l'as trompé, vois... » Je pense qu'il dit des trucs comme « J'avais confiance en toi, je pensais que t'étais un bon gars. » C'est ça, les fans de haut vont s'en souvenir. Il dit Stéphane Demers, là, mon oncle, il dit... c'est quoi qu'il dit? Putain, je te faisais confiance, je pensais que t'étais un bon gars, je pensais que t'étais une bonne personne. OK? Puis là, on fait la scène une fois, puis là, le réalisateur, il coupe tout de suite, il dit « Will, je sens pas ta colère. T'es pas en colère. Ton oncle a trompé ta tante. Je veux sentir ta colère. C'est injuste, il faisait confiance. T'es un bon gars. Ça fait une couple d'épisodes qu'il est là pour toi, puis là, il te trahit. » Alors, je refais la scène, et coupé encore « Will, je sens pas ta colère. Eh où? C'est pas là, il y a rien de bon. C'est mou, on sent rien dans la scène. On recommence. » Pourquoi, ok? Pourquoi en fait c'était aussi mauvais? Je reconnais ma performance, c'était dégueulasse, c'est super simple, ok? Dans vraie vie, Wilson Henley, ok? Si mon oncle, il décide de se faire une partouze sexuelle et d'aller coucher avec quelqu'un d'autre que ma tante, j'en ai rien à calisser, ok? J'en ai rien à calisser. Il n'y a pas un jeune au monde de 15-16 ans qui give a single fuck, qui give un fuck de son oncle s'il couche avec des femmes ou non. OK? C'est ses histoires. L'adultère, c'est ses histoires. C'est ses histoires à lui. Puis je m'en fous que ce soit mon meilleur ami, mon meilleur oncle, je m'en fous que ce soit mon confident, la meilleure personne au monde. Pour moi, s'il veut aller coucher avec d'autres femmes et tromper ma tante, whatever, il jouait dans le dos, c'est ses histoires à lui, OK? Moi, je vais pas être en colère dans ma vie, j'en ai rien à foutre. Si mon oncle Nelson allait tromper ma tante Marie, OK, je dirais c'est ses histoires, je vais pas me pointer chez eux pour l'engueuler, c'est pas fucking vrai. Mais c'est ça la scène. Eric Ouara, un jeune de 16 ans, vient engueuler son oncle, lui dire « Je pensais que t'étais une bonne personne, mais t'es pas une bonne personne, t'as trompé ma tante. » Ça, c'est toutes des morales là, du christianisme. Faut pas que tu te trompes, faut pas mentir, nanani, nanana, t'es une mauvaise personne. Maintenant, t'es une mauvaise personne à cause de ça. T'es plus rien, t'es une mauvaise personne, t'as trompé. Alors, c'est quoi ces valeurs-là? Pourquoi les auteurs, ils font ça? Et ils cherchent pas à dénoncer ça. Tout ce qu'ils font, c'est en faire un gros drame. Un gros drame, il a trompé sa femme. Oui, mais attends, pourquoi il l'a trompé? Il était peut-être malheureux. Peut-être qu'il était pas satisfait sexuellement, puis la sexualité chez l'homme, c'est extrêmement important. Napoléon a conquis la terre entière pour le sexe. Je veux dire, il y a des bands de rock complets qui ont fait des albums complets juste pour avoir du sexe. L'homme s'est battu, il a été à la guerre, il a construit des civilisations complètes pour du sexe. Il y a 4 fois plus de pages il y a 4 fois plus de pages de porn que de pages normales. Pour chaque page normale, il y a 4 pages de porn. 75% de l'internet, c'est de la porn. Alors moi, je m'en fous. Alors si mon oncle veut tromper sa femme parce qu'il y a des problèmes sexuels, whatever, la dynamique, elle est tellement grande, moi, je peux pas être en colère contre le gars. Donc la scène, en fait, j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Dans ma tête, ça faisait aucun sens. Il y a aucun jeune de 16 ans au monde qui va se pointer chez son oncle,
fucking random, l'engueuler parce qu'il a trompé sa blonde, puis dire « Je pensais que t'étais une bonne personne », ça fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Je ne peux pas mettre assez de mots sur à quel point ça ne fait aucun sens. Ça n'existe pas. Et l'art devrait, même si j'ai dit tantôt que l'art devrait être fantastique, décoller de la réalité, en même temps, l'art devrait être vrai et réel par rapport à la nature humaine. Harry Potter, c'est un monde fantastique avec Poudlard. Star Wars, c'est un monde fantastique dans l'espace, mais la nature humaine ne change pas. La nature humaine reste la même. Luke, je suis ton père. Holy shit, what the fuck, c'est la nature humaine qui te fait réagir comme ça. Merde, c'est mon père, ce grand vilain-là. Alors, d'en haut, la nature humaine était pas respectée. La nature humaine d'un jeune de 16 ans n'est pas d'aller engueuler son oncle parce qu'il a trompé sa tante. J'ai jamais vu ça. Ever. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais eu un seul de mes chums qui a dit « Hey, mon oncle a trompé ma tante, j'ai été te l'engueuler le tabarnak. » Ben voyons donc, de quoi tu parles? T'as été en personne à sa maison l'engueuler, en tout cas. Finalement, j'ai fini la scène, je l'ai eu la scène, parce que j'étais tellement en colère d'avoir à tourner une grande connerie comme ça. J'étais tellement en colère d'avoir à tourner une insignifiance comme ça, que finalement, je l'ai eu ma colère. J'étais en colère. Puis, Stéphane Demers, il me donne des bons trucs à ce moment-là. Il me dit « Will, même si t'es pas en colère, serre les poings, serre les dents, puis tape des pieds, tu vas voir, t'auras l'air en colère. » Donc pour ça, je ne peux que le remercier. Et donc, imaginez 6 ans sur un plateau de tournage. Et c'est comme ça sur tous les plateaux d'ailleurs. C'est comme ça sur toutes les productions. À part les films artistiques. Donc, mettons un film de Xavier Dolan, ça risque d'être différent parce que là, il y a vraiment une intention de créer une œuvre artistique. J'avais tourné sur un film de Léa Poul et c'était extrêmement différent. C'est la réalisatrice qui a fait Le Papillon Bleu, qui a écrit et réalisé Le Papillon Bleu. Moi, j'avais tourné dans Maman est chez le coiffeur ou Ma mère est chez le coiffeur, le titre exact, je me souviens plus. Et on tournait 2 scènes par jour, 3 scènes par jour, très relax. On prenait le temps et la valeur artistique était là. Et si j'avais un truc à dire par rapport à une réplique, on m'écoutait. Mais ça, c'est rare. C'est un plateau sur 10, un plateau sur 100. Une production sur 100 va écouter les acteurs, va écouter même le technicien et va écouter les gens qui participent à l'œuvre et pour améliorer l'œuvre artistique. Un plateau sur 100. 99 plateaux sur 100, sans caler, c'est un produit commercial. Alors imaginez 6 ans comme ça. 6-7 ans. À me fermer la gueule, à pas pouvoir faire un produit artistique, ne pas pouvoir influencer l'œuvre, ne pas pouvoir donner mon grain de sel. Je me fais maquiller, raser, couper. On m'interdit le longboard, on m'interdit le vélo, on m'interdit de faire certaines activités. On veut pas que je fume du weed. Je suis mal regardé à ce propos-là. On me traite de stoner, on me traite de pothead en arrière. Vu que je sue, les gens ils s'éloignent, ils me trouvent dégoûtant. Il y a des rumeurs que j'ai une très mauvaise hygiène. J'ai pas de voiture. Je veux pas prendre ma voiture, je suis mis en vélo. Alors je suis une espèce de hippie bon à rien, un rebelle dégénéré. Parce que comme je vous l'ai dit, sur les plateaux, il y a une prestance, il y a une image à maintenir. Tu peux pas arriver, un acteur, un premier rôle ne peut pas arriver sur un plateau en vélo et en sueur. Parce que tu brises l'image du plateau, tu brises l'image du cinéma, tu brises l'image que tout le monde s'est donnée du milieu de travail. Faut que tu arrives en Bentley, faut que tu arrives en Audi, faut que tu arrives en BM, avec des lunettes fumées. Puis que tu te sentes cool d'être là, puis que tu dises merci à tout le monde. Faut que tu arrives, que tu te sentes, que tu tasses ta couette de cheveux à la Justin Bieber, que tu regardes le technicien, puis que tu dises hey merci man, merci d'être là pour moi, merci de m'offrir ce super job. Puis là, il faut que tu dises merci à tout le monde, que tu te la joues hyper humble, mais dans le fond, t'es un pauvre connard, man, qui se croit meilleur que tout le monde. Là, tu vas réussir dans le milieu artistique. Si tu t'en calisses de l'art, si tu t'en calisses de la créativité, si tu t'en calisses de ce qui est fait, de ce qui est dit, de ce qui est raconté, si tu t'en calisses du produit, de l'œuvre, puis que t'es content qu'on te regarde, t'es content qu'on te fucking regarde, qu'on te maquille et qu'on te donne des costumes, alors tu vas être un grand acteur, tu vas aller loin. Tu vas aller fucking loin. Mais si tu give a fuck du produit artistique, si le public te tient à cœur, parce que c'est toi le public, parce que c'est tes frères, parce que c'est tes sœurs, parce que c'est des humains qui méritent d'être nourris, d'être divertis dans la plus grande excellence possible, si tu give a fuck de ça, si tu cares, si ça t'intéresse, alors prends tes clics et tes claques, rentre chez vous, puis fais tes propres produits artistiques.
Va jouer de la musique dans la rue, prends ta guitare, va jouer dans la rue, va faire tes propres albums, va faire ta propre série télé, va faire ton propre court-métrage. Parce que nous, on n'en a rien à foutre, on a un produit commercial à tourner qui doit correspondre à ce que les publicistes veulent, à ce que Coke veut, à ce que Nestlé veut, à ce que TVA veut, à ce que les médias veulent, à ce que tout l'empire de Québécois veut. OK? Fait que là, Will, maintenant, tu fermes ta gueule puis tu prends ton trou. Et c'est ça que j'ai fait. Quand ils m'ont invité à partir, à aller prendre mon trou, je leur ai dit merci, merci beaucoup, merci de me libérer comme ça. Moi, je m'en vais, vous êtes une bande de cinglés. Vous n'avez aucun respect. Vous n'avez aucun respect envers votre public. De faire ça aux personnages, de les démantibuler de même, de faire ce que vous voulez avec les personnages comme ça. C'est un manque de respect envers votre public. C'est un manque de respect envers l'équipe technique, envers les acteurs, envers les auteurs, envers vous-même. On ne se respecte pas à produire des œuvres comme ça. On ne se respecte pas nous-mêmes. L'humain vaut plus que ça. L'humain vaut plus que des produits commerciaux dramatiques, insignifiants, entrecoupés de pubs. Et ça, c'est censé être le haut calibre. On m'a dit plusieurs fois, oh, c'est du haut calibre, Will. C'est le plus haut calibre qui se fait pas. T'es dans le meilleur des trucs. Parce que j'ai été dans 30 vies avant, c'était la même chose. C'était pire encore même. J'ai fait des pubs. Les pubs, c'est la même chose et pire encore, man. Les pubs, le milieu des pubs, c'est dégueulasse. Là-dedans, t'es une fucking bitch. Tu penses que t'avais rien à dire au milieu du téléroman et des séries télé. Attends, quand tu passes du côté des pubs, mon chum, tu te fais ramasser. T'as rien à dire, mais rien à dire. Ça, j'en aurais d'autres anecdotes pour les pubs, big time. Je sais pas si je peux enfiler une vite fait. Ça fait quand même 1 heure qu'on discute. J'aurais dit... J'ai-tu une anecdote pour les pubs? J'en ai... Juste pour résumer vite fait, là, le milieu de la pub, c'est... Non, c'est la même chose, mais fois 1000. C'est la meilleure manière que je peux résumer. C'est la même chose fois 1000. Tu vas pas argumenter le concept d'une pub, là. Ça dure 30 secondes. Will, s'il te plaît, ferme ta gueule, sois une bonne marionnette. Ça dure 30 secondes, je t'en prie. Tu vas pas remettre en question 30 secondes de pub, je t'en prie. Puis le moi de répondre, oui, mais ces 30 secondes-là, il est destiné à influencer, à manipuler l'esprit de la personne, à provoquer un besoin chez elle, puis à y proposer d'acheter un produit. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec un peu de valeur, un peu de... Pas de moralité, mais avec un peu de respect? Est-ce qu'on pourrait pas se respecter les uns les autres? Cette pub-là, elle est complètement stupide. Est-ce qu'on pourrait pas la faire un peu mieux? Alors, il y a énormément de complaisance dans le milieu. Les gens le font... Il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu uniquement pour le salaire. Parce que c'est des salaires faramineux. C'est des montants absolument gargantuesques. Pour une pub, une seule journée de tournage. Une journée de tournage. Une seule pour une pub. Je pouvais faire jusqu'à 3000 $. Alors, crois-moi que tu fermes ta gueule puis t'as fait la journée. Parce que 3000 $ à flipper des burgers au McDo, ça va être long en tabarnak, mon chum. Tu sais. Puis une journée de tournage sur haut à la fin, j'étais payé environ 600 $ par journée. Ce qui est vraiment incroyable. C'est vraiment un très bon salaire. Alors, imaginez, ça a été dur quand même pour moi de partir. Je suis pas parti. J'ai attendu qu'on me pousse dehors. Parce que le salaire était trop grand. Les bénéfices étaient trop grands. Les revenus étaient trop grands. On me reconnaissait dans la rue, on me demandait des autographes, c'était trop cool. J'avais un esti de beau char à la fin, c'était vraiment cool. Je pouvais me payer une télé, je pouvais me payer n'importe quoi, n'importe quand, des sushis à n'importe quelle heure du jour. Mais ça valait pas, même le plus grand salaire au monde vaut pas un travail que tu juges nocif. Si moi je dis que ça c'est toxique pour les gens, moi je juge que c'est toxique, ça ne nourrit pas, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas artistique, ce n'est pas réel, ce n'est pas sincère. Alors dans ce cas-là, ton cash, tu peux le prendre, le remettre dans la petite serviette, l'attacher avec une petite boucle, te le foutre dans le cul fucking deep. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec ces conneries-là, on n'a pas de temps à perdre à produire des insignifiances comme ça. Alors c'est pour ça que je suis plus dans le milieu. Parce que un scénario sur 1000 est intelligent. Moi, il y a un seul scénario qui m'a fait pleurer, qui a été me toucher. C'était un court-métrage, Marius, et de Emmanuel. J'espère, s'il peut se reconnaître, s'il peut entendre ça, ça serait cool. Emmanuel avec son court-métrage Marius. Putain, j'ai lu le scénario, j'ai parti à brailler. Mais tu verras jamais ce court-métrage-là à la télé, jamais. Ever. Tu verras jamais ce court-métrage, t'as aucune idée de quoi je parle. Puis c'est un des plus beaux courts-métrages jamais fait par l'homme. Ça a été un véritable honneur de jouer là-dedans. Mais un scénario sur 1000 est comme ça.
Une production sur 1000 vaut la peine. Une production sur 1000 est intentionnelle, est sincère et cherche à respecter et à rejoindre son public de façon sincère. Une production sur 1000. Toutes les autres, c'est des produits commerciaux. Et moi, je n'ai pas de temps à mettre là-dedans, je n'ai pas d'énergie à mettre là-dedans, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à battre. C'est toxique pour moi et pour les autres, alors je ne vais pas participer. Tout comme je ne vais pas aller à la guerre, être un soldat puis tirer sur mon frère, sur mes sœurs. Tout comme je ne vais pas être un avocat et défendre des criminels. Tout comme je ne serai jamais un policier, parce que le policier, il peut tabasser un innocent, il peut tabasser un homeless dude, il peut tabasser un black, il peut tuer un black dans une manifestation. Un policier se fait donner des ordres, il doit les exécuter passivement, comme un fucking robot. J'ai voulu être policier pendant un bout de ma vie parce que je voulais faire régner la paix, je voulais que la paix soit partout, je voulais que les gens soient en paix et harmonieux, mais la police n'amène pas la paix. Elle amène l'oppression et la violence. Et je vois pas comment à travers l'oppression et la violence et la force on va atteindre la paix. Je vois vraiment pas comment ça pourrait arriver. Alors tu me verras jamais policier. Tu me verras jamais avocat. Tu me verras jamais juge. Tu me verras jamais non plus être en marketing, être quelqu'un qui conçoit des pubs, ever. Et tu me verras plus jamais probablement acteur dans une production superficielle. Ever. J'espère un jour, vraiment, sincèrement, que le milieu va me rappeler et me faire participer à des beaux projets. J'ai adoré ça être acteur, j'adore jouer, j'adore faire ça, j'adore plonger, vivre dans des aventures. C'est quelque chose qui me passionne. Mais si tu me fais vivre des aventures qui sont des produits commerciaux, alors j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour toi. Alors c'est très dommage. Moi je suis ouvert au milieu, mais le milieu du cinéma n'est pas ouvert à Wilson. Wilson est ouvert à faire des belles œuvres, mais les belles œuvres n'existent pas. Wilson est ouvert à participer à quelque chose de grandiose, mais les choses grandioses sont risquées, elles prennent du temps, de l'énergie, et elles ne correspondent pas aux valeurs des médias qu'on a en ce moment. Ça ne correspond pas à la culture qu'on a en ce moment. On ne veut pas rien bouleverser. Alors, j'ai pas de travail à ce niveau-là. Je suis dans la rue avec ma guitare à jouer de la guitare pour les passants. Là, au moins, j'ai le contrôle, j'ai choisi ce que je dis, j'ai choisi ce que je chante, j'ai choisi les émotions que je communique et j'ai choisi si j'amène de la paix ou de la guerre ou non. Alors, j'ai juste pensé, laissez-moi 20 secondes, on arrive à la fin, je me demande s'il n'y a pas une autre anecdote que j'ai oubliée. C'est à peu près ça, ouais. Il y a d'autres anecdotes, mais elles sont pas aussi pertinentes, puis ils illustrent pas assez le point que je veux amener. On va s'en tenir à ça pour l'instant. Si vous en voulez plus, si vous voulez des anecdotes sur les publicités, quand j'ai été tourné à Vancouver, quand j'ai été tourné à Toronto, si vous voulez en savoir plus sur le milieu, ou de ce que moi j'en pense du moins, commentez la vidéo, abonnez-vous, partagez. Merci pour votre écoute. 1h12, t'es hot. Si tu m'écoutes encore, félicitations. Alors je te dis à très bientôt mon bon ami.